de la prospective, elle n'a pas pour objet de prédire l'avenir. Elle n'a pas pour objet non plus de le dévoiler, mais de nous aider à le construire, avec l'idée que l'avenir se construit. L'avenir n'est pas un déjà là qui est donné et qui marche inexorablement vers nous. Il est au lieu des possibles. Rêver, collaborer et se mettre en action pour un Sahel souhaitable à l'horizon 2040. Vous écoutez à présent le podcast Sahélien-Sahélienne 2040, porté par le campus de l'Agence française de développement. Ce podcast donne la parole à des personnalités inspirantes pour nous éclairer sur les enjeux de la région et décrypter ensemble le Sahel d'aujourd'hui et de demain grâce à la prospective positive. C'est parti, laissons place aux discussions. Bonjour, je suis Sarah Marniès, responsable du campus de l'Agence française de développement et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bado Ndoye. Bado, bonjour. Bonjour Sarah. Tu es spécialiste de phénoménologie, d'épistémologie et d'histoire des sciences. Après avoir enseigné la philosophie pendant une dizaine d'années dans le secondaire, tu es aujourd'hui maître de conférences à l'université Cheikh Anta Diop. Tes travaux portent pour l'essentiel sur la phénoménologie husserlienne, l'histoire des sciences et la philosophie politique. Bado, cette entrevue s'inscrit dans le programme Sahélien 2040, un programme de prospective positive. Je t'invite pour notre première question à te projeter et à visualiser le Sahel en 2040. À quoi ressemble-t-il ? À quoi ressemble ton Sahel souhaitable en 2040 ? Alors, merci infiniment Sarah pour cette invitation, mais aussi surtout pour ce sujet sur lequel tu m'invites à parler, comme tu as invité d'autres collègues. Alors, je dois dire que la vision que j'ai du Sahel 2040 s'inscrit, disons, dans le cadre plus vaste de l'intégration africaine telle qu'elle a été pensée dès le début des indépendances par les pères fondateurs, c'est-à-dire par les Nkrumah, Nyerere, Senghor et autres. Mais en matière d'intégration économique et d'unité africaine, il y a, comme on le sait, deux grandes doctrines. Il y a la doctrine de l'unité fédérale, c'est-à-dire de tous les pères fondateurs qui ont considéré qu'il faut tout de suite aller à l'unité africaine avec un gouvernement continental. C'était quelque chose de vraiment ambitieux. Et une autre doctrine beaucoup plus prudente, beaucoup plus moins ambitieuse, mais peut-être beaucoup plus efficace, qui a été celle de Senghor, qui a dit qu'il faudrait y aller par cercle concentrique. Chaque grande région du continent présente une certaine unité culturelle qui devrait pouvoir servir de base pour aller vers l'unité africaine. Il avait considéré que l'Ouest africain était une région assez particulière de ce point de vue-là, avec un ensemble de caractéristiques qui lui sont propres et qui devrait pouvoir servir de point de départ. Et c'est dans ce cadre-là que j'inscris ma vision du Sahel 2040. Pourquoi ? Parce que l'Ouest africain est assez caractéristique de ce point de vue-là. Ces différents pays qui ont des langues différentes, des backgrounds culturels plus ou moins différents, mais il y a une unité culturelle réelle qui s'est forgée à travers l'histoire, mais qui a été renforcée aussi par la présence dans tous ces pays d'un islam spirituel modéré, un islam des confréries, qui a servi de fondement et de ciment à tous ces peuples-là. Et donc, si l'on veut penser un Sahel des peuples, c'est-à-dire non pas un Sahel des gouvernements, un Sahel des institutions, mais un Sahel des peuples intégrés, il faudrait partir de là. Ça veut dire donc que le Sahel tel que je le vois en 2040, c'est bien entendu donc un Sahel intégré économiquement, c'est-à-dire un Sahel où l'on réussit à aller au-delà des différences des frontières artificielles telles qu'elles ont été pensées après la conférence de Berlin, où les économies seraient donc fondamentalement intégrées. Mais au-delà des économies,
Je pense aussi à une intégration plus complète, par exemple une intégration des systèmes économiques, des systèmes éducatifs plutôt, parce que les questions de développement, on n'y prête pas souvent attention, ce sont des questions d'éducation. Il faudrait donc intégrer les choses à ce niveau-là pour avoir une certaine homogénéité. Donc le Sahel prospère, intégré, dont je rêve, c'est ce Sahel-là. Tu insistes beaucoup sur l'unité. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui de se projeter sur un Sahel souhaitable et dans quelle mesure ça peut nous aider à transformer le présent? Il faut se projeter pour ne pas d'abord vivre les événements tels qu'ils arrivent, mais surtout, disons, pour défataliser l'histoire, pour défataliser l'avenir, ouvrir l'avenir à tous les possibles dont il peut regorger. À ce niveau, il y a une très belle phrase de Souleymane Bachir Diagne que j'aime bien répéter, où il dit qu'il n'y a pas d'avenir forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Autrement dit, rien n'est écrit à l'avance, l'histoire est ouverte, et si nous prenons la peine en fait de jauger et de bien voir derrière les linéaments de ce qui se projette depuis le futur, nous pourrons tracer notre sillon et ainsi nous ouvrir aux possibilités que l'histoire nous propose. Donc il s'agit de reprendre simplement l'initiative historique et de ne plus subir les événements. En termes de philosophie de l'histoire, tu t'inscris très clairement dans une approche qui n'est pas fataliste, si on peut dire, qui en tout cas laisse la porte ouverte aux bifurcations. C'est bien ça? Tout à fait, parce que disons qu'il y a à ce propos deux manières de concevoir l'histoire. Une première qu'on a héritée de l'hegeliano-marxisme et qui avait été portée par l'euphorie qui était née des succès de la science galiléo-newtonienne au XIXe siècle et qui avait fait croire que de la même manière qu'il y a des lois de la nature que Newton a découvertes, il y a aussi des lois de l'histoire. Et que si l'histoire paraît chaotique au sens où aucun désordre ne semble pouvoir s'y lire, on pense qu'il y aurait tout de même quelque chose comme une substructure mathématique qui est là et qui peut être saisie par l'esprit humain, de sorte donc que l'on croit qu'il y a des lois, il y a un devenir historique normé, et c'est ça qui a produit cette fameuse notion de fin de l'histoire qu'on retrouve aussi bien chez Hegel que chez les marxistes. Moi, j'appartiens plutôt à une autre école, à une autre doctrine d'inspiration phénoménologique qui vient de Husserl et d'autres penseurs aussi, mais Husserl est le plus représentatif de ce point de vue-là, et qui pense que rien n'est écrit. L'histoire, là on passe d'une philosophie de l'histoire à une philosophie du sujet, où l'histoire n'est pas faite, elle n'est pas posée a priori, mais que c'est le sujet, en fonction bien entendu du contexte dans lequel il se trouve, qui fait l'histoire. Et donc, ça veut dire que l'histoire est une ouverture sur des possibles que l'on peut saisir et que l'on peut construire. Et c'est cette vision d'une histoire ouverte où l'on peut se projeter et inscrire ses désirs qui est au fondement de la prospective. D'ailleurs, Gaston Berger, qui en est l'inventeur, était un disciple de Husserl. Il a écrit 2 livres magnifiques sur Husserl et il est allé même le voir en Allemagne juste avant sa disparition. Donc, ce que tu nous dis, c'est que on est dans un contexte aujourd'hui qui rend difficile la liberté d'action, qui est un contexte un peu limitant, plombant, où la violence est très présente au Sahel et où on a des difficultés à se projeter sur un Sahel radicalement différent. Toi, tu dis, regardons autour de nous et saisissons les opportunités, ouvrons les possibles. C'est bien ça ? Tout à fait. Bon, mais en disant cela, il ne s'agit pas de minimiser les obstacles comme tu viens de le mentionner. Il y en a énormément au plan sécuritaire, au plan du développement. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés et les pays du Sahel sont en train aujourd'hui de vivre une situation exceptionnelle à plein d'égards sur le continent.
Mais justement, là où il y a des difficultés, il y a toujours aussi des possibilités qui sont ouvertes. Quand le poète dit que, en fait, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve, on peut entendre par là qu'il y a toujours des opportunités qui sont ouvertes et il suffit de les saisir. Et à mon avis, ça passe d'abord par une bonne compréhension justement de tout ce qui soutient aujourd'hui la géopolitique sous-régionale en termes de sécurité, de questions de développement, d'éducation, tout cela. Et une fois qu'on a fait le tour de ces questions, il est possible de voir des possibilités, des portes s'ouvrir et il faudrait être opportuniste de ce point de vue-là. Et toi, quels sont les ferments du changement que tu perçois aujourd'hui au Sahel? À quoi tu t'accroches et sur quoi tu mises? Alors, là, je reviendrai un tout petit peu à ce que j'ai dit tout à fait au début de mon propos, lorsque j'ai parlé de cette unité culturelle qui est en fait donnée et qui, à mon avis, peut constituer un ferment culturel pour construire l'unité politique. À ce ferment culturel, ce sont les langues. Bien entendu, ce sont des langues qui sont différentes. Du Sénégal au Niger, en passant par le Burkina et le Mali, vous avez une kyrielle de langues qui sont très très nombreuses et sont différentes aussi du point de vue de leurs origines et tout. Mais elles ont en commun d'avoir reçu toutes le même héritage qui est celui de la langue arabe telle qu'elle s'est implantée dans cette région avec l'islamisation. Ce qui explique que toutes ces langues sont greffées d'énormément de termes arabes, mais qui ont été tellement acclimatés que les gens ont comme oublié leur origine arabe. En Wolof, par exemple, tous les mots de la semaine sont des mots arabes. Mais on les a tellement wolofisés que nous avons perdu cette origine-là. Et donc, de ce point de vue-là, l'arabe joue, par rapport à ces langues, le même rôle, la même fonction que le latin joue pour les langues romaines. Et vous voyez donc, à partir du moment où on a ce socle-là, la multiplicité des langues devrait pouvoir se résorber dans cette unité culturelle d'une langue commune, parce que dans toutes les langues de la sous-région, on a fait de la théologie, on a traduit le Coran, et ça a donné une sorte d'héritage culturel commun qu'il faudrait revisiter, et je considère que c'est quand même là un champ qui est extrêmement important pour les anthropologues, les philosophes et les linguistes. Il faut donc travailler à réactiver ce socle-là pour s'en servir comme point de départ afin de construire l'unité politique. C'est à ce moment-là que nous aurons une unité politique qui sera le Sahel des peuples et non pas un Sahel des institutions. Est-ce qu'une unité linguistique, c'est aussi une unité de vision du monde? Est-ce que la langue nous donne une manière de voir le monde? Tout à fait, parce que la langue, ça n'est pas seulement un moyen de communication neutre, c'est une façon de découper le réel qui fait qu'on privilégie dans ce réel certaines choses. Et donc, lorsque cette unité culturelle est réalisée, non pas au sens où il s'agirait de gommer les différences entre langues, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de retourner à une certaine unité de base qui fait que les différentes langues peuvent se traduire les unes dans les autres, ce qui fait que les visions du monde disparates qui se sont construites isolément devraient pouvoir se conjuguer, se traduire les unes dans les autres et produire une vision commune du monde. Je pense que l'unité politique ne se décrète pas de ce point de vue-là. Il faudrait aller en chercher les fondements dans le très fond des cultures, c'est-à-dire les langues telles qu'elles sont le lieu où tous les symboles culturels se sont déposés à travers l'histoire. Et réactiver ces symboles culturels, c'est réactiver une vision du monde qui permettrait de non seulement d'avoir une vue commune, mais si vous regardez bien, cette bande sahélienne, c'est peut-être la seule en Afrique où il n'y a jamais eu de guerre tribale.
contrairement justement aux régions plus basses vers le centre du continent. Simplement parce que depuis toujours, du fait de la géographie des lieux, les gens ont toujours été en contact les unes avec les autres. Et l'islam a joué de ce point de vue-là un rôle de facilitateur. Les gens ont beaucoup voyagé, contrairement aux populations qui vivent dans les forêts denses de l'Afrique centrale, qui peuvent ne pas être en contact avec le voisin qui est à 15 km, tellement les conditions physiques, géographiques ne le permettent pas. Et donc, sous ce rapport-là, donc, le lien culturel peut parfaitement jouer en faveur d'une unité réelle et effective. Tu nous dis que le Sahel a été un lieu de grand brassage et que l'unité est probablement plus facile à recréer parce que les liens sont préexistants, parce qu'il y a eu ces brassages. Il y a eu de très anciens liens. Et là, je n'en veux pour preuve que l'empire du Mali, qui a couvert toute l'Afrique occidentale, de la Côte d'Ivoire au Mali, en passant par le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, pendant des siècles, ça a duré des siècles, l'empire du Mali. Où vous aviez eu on avait des peuples différents, répondant de religions, de référents culturels différents, mais qui ont appris à vivre ensemble sous une même juridiction. Donc l'idée que les peuples africains c'est une kyrielle de tribus se combattant les unes les autres, ça c'est une création du colonialisme en fait, quoi. Les peuples africains ont toujours vécu ensemble en paix, ont appris pendant longtemps à coopérer entre eux. Et tu as évoqué la présence de mots du Coran dans la langue. L'islam tel qu'il s'est répandu aussi sur cette zone, c'est un islam modéré. Tu peux nous en parler comme aussi une religion qui a créé du lien jusqu'à ce que on voit ce qui... Enfin, peut-être des mouvements importés qui ont changé ces dynamiques, mais on a aussi cette religion soufie qui a peut-être joué un rôle. Oui, tu as parfaitement raison, Sarah, parce que l'islam qui s'est développé dans l'Ouest africain depuis toujours, c'est un islam confrérique, c'est-à-dire un islam soufi, spirituel, qui accorde beaucoup d'importance à la méditation et qui, sous ce rapport-là, se rapproche de la philosophie, de l'idée même que les philosophes se font de la religion. Pourquoi ? Parce que c'est un islam qui met l'accent sur la réalisation spirituelle de l'individu, au sens où il s'agit de se rendre meilleur en privilégiant ce que le prophète de l'islam avait appelé un jour la grande bataille, qui est le djihad nafs, c'est-à-dire la bataille contre soi-même, contre ses propres affects, contre ses propres défauts. Alors cet islam-là est un islam forcément de la tolérance, et donc un islam pluraliste, c'est-à-dire un islam qui admet que le texte coranique puisse être interprété de façon différente, chacune des interprétations étant valable. Et donc, il s'agit de considérer, et là ce sont des injonctions d'ailleurs du Coran qui indiquent cela. Il y a beaucoup de versets où le livre saint dit que les divergences qui existent entre vous sont voulues par Dieu. C'est Dieu qui vous a établi en peuple et en langue différentes. Rivalisez plutôt à faire le bien, et quand vous serez de retour à moi, je vous dirai en quoi consistaient vos différends. Donc ça signifie que non seulement les différences, la diversité, le pluralisme est une volonté de Dieu, mais qu'en plus c'est une épreuve qui a été soumise aux musulmans. Épreuve au sens où il s'agit de voir comment allons-nous surmonter ces divergences-là. On ne les surmonte pas par la violence, on ne les surmonte pas par le désir de vouloir à tout prix convertir l'autre à ma vision, mais on les surmonte en prenant conscience que chaque manière de voir n'est qu'une perspective limitée sur l'infinité de la réalité divine.
qu'aucune perspective humaine ne peut épuiser. Et sous ce rapport-là, même les conceptions qui semblent les plus éloignées de la religion sont, de ce point de vue-là, peuvent être accueillies en fait comme des manières de percevoir le monde. Et malheureusement, c'est cet islam-là qui est aujourd'hui en train d'être combattu par un islam extrêmement violent, un islam destructeur qui n'a rien à voir avec le vivre ensemble africain, mais qui a avec lui plutôt malheureusement la force de l'argent et des puissances qui sont derrière, qui les financent. C'est les pétrodollars des pays arabes, des pays du Golfe qui financent ces choses-là, parce que eux ils considèrent que cette ouverture qui est caractéristique de l'islam soufi est une déviation. Ce sont des littéralistes qui ne cherchent pas à contextualiser le Coran, ils le prennent au mot et ils laissent s'échapper l'esprit. D'où cet enjeu très fort de retrouver l'esprit et de retrouver cette sagesse. Comment tu, en tant que professeur, tu vois ton rôle, toi, pour accompagner la jeunesse aujourd'hui vers cette sagesse et vers cette envie d'unité et de transformation du Sahel d'aujourd'hui? Alors, là, je crois que c'était la question la plus importante, parce que la plus difficile. Et je crois qu'il y a un double niveau pour répondre à cette question. Le premier niveau, c'est le niveau, disons, sociologique. Il faudrait en fait qu'il y ait beaucoup plus de développement. Il faut qu'on arrive à éradiquer la pauvreté dans ces régions, parce que c'est ça qui fait le lit du djihadisme. La pauvreté, mais il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup plus de démocratie dans nos États africains. Parce que ces deux choses réunies font que les jeunesses africaines deviennent des proies faciles pour ces prédicateurs-là. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'éducation, qui devrait mettre l'accent sur ce que j'ai appelé tout à l'heure cette herméneutique du Coran, qui cherche à aller au-delà de la lettre du texte et cherche à en saisir, disons, la signification. C'est l'imam Ali qui dit que chaque musulman qui lit le Coran devrait se dire que le Coran vient de lui être révélé au moment où il est en train de le lire. Ça signifie donc que ce n'est pas un texte daté, mais un texte qui a la prétention d'être universel, donc qui peut servir de point de départ pour trouver des réponses aux questions actuelles telles qu'elles se posent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire cela si vous n'êtes pas dans une position d'herméneutique ouverte qui lit le texte en faisant l'effort de le comprendre en fonction des enjeux du moment. Et non pas en cherchant à trouver des réponses aux questions d'aujourd'hui, en allant se réfugier dans ce que les oulémas ont dit au XIIe ou au IXe siècle. Ça, c'est une fuite devant les défis du moment, et c'est ce que font ceux qu'on appelle les salafistes. D'ailleurs, salafiste vient du mot arabe salaf, qui veut dire les ancêtres, c'est-à-dire qu'ils cherchent à vivre exactement comme les ancêtres ont vécu au IXe siècle. Ces ancêtres-là ont fait l'effort de comprendre leur époque, mais ce qu'ils ont pensé n'est valable que pour leur époque. Ça n'est pas un enseignement universel qu'il faudrait répliquer à chaque fois. Et donc, l'éducation sous ce rapport-là devrait amener les gens à une herméneutique plus ou moins ouverte et qui tenterait en fait de se donner un ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort de compréhension que l'on fait pour comprendre le moment historique dans lequel on vit, et le texte coranique aussi. Ça a la même racine que le mot djihad, qui signifie en réalité l'effort de compréhension, pas l'effort d'aller guerroyer et de couper des têtes, quoi. C'est passionnant ce que tu nous expliques. Cet effort de compréhension, c'est évidemment une plongée dans les textes aussi, parce que comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est réfléchir avec un passé, une histoire derrière nous, et puis des concepts qui nous aident à décrypter, et à comprendre les enjeux. Et puis c'est aussi la littérature qui nous aide à ressentir, à nous donner envie d'aller de l'avant.
Et toi, est-ce que tu peux nous partager les lectures que tu proposes à ces étudiants pour à la fois les aider à comprendre et leur donner envie d'aller plus loin? Alors, là, à ce niveau, il y a justement cette année un cours que je fais en islam, un cours de philosophie des religions, dans lequel nous penchons sur le concept de pluralisme en islam. Et un texte magnifique que nous sommes en train d'étudier, que nous méditons d'ailleurs depuis quelque temps, c'est le livre de Amadou Hampâté-Bâ, très connu Hampâté-Bâ, un Malien qui a vécu en Côte d'Ivoire et qui a écrit un livre magnifique dans lequel il restitue l'enseignement de son maître qui s'appelait Thierno Bokar. Le livre s'appelle Vie et enseignement de Thierno Bokar. Et dans ce livre, il défend l'idée d'un islam pluraliste, d'un islam tolérant, parce que soufi. Il reproduit en contexte africain un enseignement coranique qui a traversé le temps, qui s'est implanté un peu partout. C'est le même que celui qui s'est implanté un peu partout au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire et partout. Mais il lui donne une dimension toute nouvelle parce que Hampâté-Bâ était d'abord un écrivain qui écrit dans une langue très très belle, très très fine, et il restitue cet islam-là en montrant d'abord en quoi c'est un islam pluraliste. Il y a un passage absolument magnifique où Hampâté-Bâ pose la question à son maître de savoir si l'amour et la miséricorde divine dont il parle tout le temps englobe toute la créature, ou par exemple, et en particulier les infidèles. La question c'est: Dieu aime-t-il l'infidèle? Et il faut lire la réponse que Thierno Bokar donne à Hampâté-Bâ en lui disant: mais ce sont tous des créatures de Dieu. Non seulement l'amour divin englobe tous les êtres humains, mais il englobe aussi toute la créature, les montagnes, la nature, les oiseaux. Et il revivifie au sens où il montre que le Coran a suffisamment de ressources scripturaires pour penser par exemple la question de l'écologie. C'est dans le livre, tout ça est expliqué dans le livre. Et donc l'amour divin qui est universel, tout ça aussi expliqué de façon magnifique. Et les étudiants ont l'impression de découvrir un texte qu'ils croyaient connaître en fait, parce que tout le monde connaît Hampâté-Bâ, mais peut-être qu'ils ne l'ont jamais lu sous cette perspective-là. Et depuis quelque temps, c'est un texte qui m'accompagne, et il faudrait, à mon avis, qu'il ait une plus grande publicité auprès des jeunes Africains. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est un texte magnifique et moi, il m'a totalement projeté au pied de la falaise de Bandiagara et c'est vrai qu'il donne envie de retrouver ce Mali et ce Sahel, cette sagesse qui régnait. Et vraiment merci Bado pour ce moment. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Peut-être simplement ajouter que lorsqu'on parle de prospective, il y a une idée assez commune, mais qui est très trompeuse, que l'on se fait de cette discipline, et qui consiste à croire qu'elle consiste à deviner l'avenir en disant qu'il y a des tendances lourdes qui se dessinent et qu'à ce moment-là, la prospective, c'est le fait de les prolonger. Là, on est dans la futurologie qui est fondée sur cette conception de l'histoire dont nous avons parlé tout à fait au début de notre interview, et qui dit qu'il y a des lois de l'histoire qui font qu'on peut connaître l'avenir. Ça, ce n'est pas du tout la prospective. La prospective, c'est une autre philosophie de l'histoire qui dit que l'histoire est ouverte et elle dessine des possibles. Tel que j'ai parlé tout à l'heure de Hegel, on peut dire que la philosophie de Hegel, c'est une sorte de théologie laïque en fait de l'histoire. Il ne s'agit pas du tout de cela, mais il s'agit au contraire de dire que l'histoire est ouverte, rien n'est écrit, il n'y a que le sujet et ses projets. Alors, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, la prospective, ça va être l'image que l'on construit pour son pays, pour sa communauté, pour le Sahel, en l'occurrence ici. Et il s'agit maintenant de se donner les moyens de réaliser cette image-là. Donc, une image du Sahel 2040 qu'on dessine
avec tout ce qui peut exister en fonction, bien entendu, du contexte dans lequel nous nous trouvons, et qu'on cherche maintenant à réaliser. Ce qui signifie donc qu'on ne subit pas l'histoire, on la construit. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Bado. Tu as raison de terminer, de revenir sur cette définition de la prospective. Ça n'est pas de la futurologie, c'est vraiment une discipline qui nous donne les moyens de redevenir acteurs de notre futur. Vraiment, merci pour cet échange qui, une fois de plus, nous montre combien il est important de se poser sur notre présent et de donner envie de se projeter sur quelque chose qu'on désire vraiment. Donc, merci Bado pour tout cela et à très bientôt. Au revoir. Merci Sarah, c'est moi qui te remercie. Au revoir. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sahélien-Sahélienne 2040 du campus de l'Agence française de développement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mais en fait, qu'est-ce que le programme Sahélien-Sahélienne 2040 ? Le programme Sahélien-Sahélienne 2040 est porté par le campus de l'Agence française de développement, parrainé par l'écrivain Felwine Sarr, en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, l'école doctorale des ateliers de la pensée, l'Inter-Réseau Développement Rural et l'Agence Conseil Zeidé. Il rassemble une communauté d'actrices et d'acteurs du changement, sahéliens, qui ont l'envie de construire un nouveau récit collectif souhaitable pour leur région et d'agir ensemble pour qu'il se réalise. Pour découvrir le profil des personnalités inspirantes du programme Sahélien-Sahélienne 2040 et tous les épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site internet. À très bientôt!